Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce show face à face, vérité, avec votre animateur principal Serge Nyawa. Alors aujourd'hui, je reçois un ami personnel pour essayer de faire ce face à face avec lui. C'est un face à face vérité où aujourd'hui, l'invité doit répondre de tout ce qui se passe selon le sujet qu'il a donné. C'est uniquement de la vérité et rien que la vérité. Je voudrais quand même remercier Malik Sall à la réalisation de cette émission, sans toutefois oublier, vous qui nous avez sollicité, qui continuez de nous solliciter pour ce grand show Vérité face à face. Merci encore une fois de plus. Alors je voulais tout à fait m'incliner devant tous ceux qui ont perdu la vue, la vie, parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il faudrait que on essaie quand même de venir leur donner quand même un bout de souffle. Alors dans ce studio, tout simplement, je reçois notre ami Léandre Apom pour ce sujet d'aujourd'hui que lui-même il a choisi. Et ce sujet va porter sur au moins ces 4 éléments. 4 éléments. En première position, le peuple, l'opposition, le régime RPT et la diaspora en 4e position. Et en ce moment, on va faire une petite conclusion où il va regarder droit devant la caméra et essayer quand même de donner des conseils. Merci encore une fois de plus, Léandre, d'être avec moi pour ce show. Merci de m'avoir invité et bonsoir à tous les Tempo spectateurs. Je sais que je suis très beau, mais ce n'est pas la peine de me regarder à tout moment. T'inquiète. Votre caméra là, essayez de regarder votre caméra parce que tous ceux qui vous regardent veulent savoir qui êtes-vous. Alors, vous avez parlé, bientôt on aura les élections présidentielles 2020 au Togo. Et jusqu'à preuve de contraire, vous avez quand même choisi de venir quand même apporter votre souffle, non seulement à la diaspora, au peuple togolais, à l'opposition et aussi au régime RPT uni. Merci encore une fois de plus. Alors, quand on parle du peuple, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous sommes presque en 2020 pour les élections présidentielles. Merci. Quand on parle de peuple, c'est très large le terme peuple, mais je vais juste me résumer en disant que le peuple, c'est à la fois une entité, une institution dans un État. C'est l'institution la plus souveraine dans un État. Et c'est cette institution-là, qui oriente, en fait, qui permet l'animation de la vie dans un pays, dans un État. D'accord. Voilà, c'est ça le peuple. Et parlant dans un sens large, c'est à la fois l'ensemble donc de toutes les personnes qui partagent un destin commun dans un carré, dans un périmètre donné. D'accord, on va pas tellement rester là-dessus, mais quand vous choisissez le peuple, par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire à ce peuple aujourd'hui? Parce que nous sommes presque vers les élections, à l'approche des élections 2020 au Togo. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce peuple-là aujourd'hui qui vous regarde? Oui, merci. En fait, parler du peuple, c'est parler de la situation sociopolitique, culturelle, économique, mais plus précisément, comme vous l'orientez vers les élections, c'est donc parler de la situation surtout politique du pays. Je dirais que le peuple togolais, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, n'a pas véritablement bénéficié des fruits donc de cette indépendance-là. Parce que il s'est battu pour avoir son indépendance, et après les indépendances, il a travaillé beaucoup pour se libérer donc du colon durant 3 ans seulement. Et après les 3 ans d'intense activité, la nuit s'est encore épaissie sur ce peuple-là,
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. L'ANC est perçu sur ce peuple. Oui, parce Est-ce que le peuple ne va pas bien au Togo? depuis la nuit du 13 janvier, du 12 au 13 janvier, donc, tout l'espoir des Togolais a été anéanti par ce malheureux coup d'État qui a renversé donc le père de l'indépendance du Togo, feu Sylvanus Olympio, de vénérable mémoire. Donc à partir donc du 13 janvier 1963, le destin du Togo a complètement basculé. D'accord. Et basculé dans l'obscurité. Revenons un peu sur terre, parce que aujourd'hui, je sais que vous avez parlé du peuple. Si je vous laisse le temps de parler du peuple, n'allons pas quitter là. On ne va plus revenir à nos cours d'histoire, géographie, mais bientôt sera les élections 2020. Et vous avez dit que le peuple est déchiré comme d'habitude entre les faux d'espoir, que lui fait miroiter une opposition sans vision et les fraudes massives qui font maintenir le RPT unir au pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, concrètement? Oui, et vous allez voir que, comme je le disais, depuis que le RPT a pris place dans les arènes du pouvoir au Togo, depuis donc 1967, la situation sociopolitique est restée instable. Nous avons eu une apparente paix, et en fait c'était la paix des terroristes, parce que c'est l'armée qui quadrille le pays. C'est un régime dictatorial qui a le droit de vie et de mort sur le citoyen. Alors, tout citoyen qui se permettra de lever son petit bout de doigt est reprimé sans ménagement par ce régime-là. Donc, ce qui fait que il y a eu, dans les années de 67 à, je dirais, 90, une apparente paix. Mais à partir des années 90, les Togolais en avaient marre et ils ont décidé donc de reprendre leur destin en main. Et donc, à partir des années 90, les manifestations ont commencé. Et depuis les années 90 jusqu'à ce jour, le peuple est fouetté à la fois par ce régime et les opposants qui promettent les terres, qui pensent qu'ils pourraient donc vaincre ce régime. Et le peuple est finalement au milieu. Et quand le vent tourne vers l'est, ils sont obligés de tourner vers l'est. Quand le vent tourne vers l'ouest, ils sont obligés de tourner vers l'ouest. Et c'est depuis 90 que cela dure. Alors, que voulez-vous que le peuple fasse? Dans la mesure où, aujourd'hui, nous avons une opposition qui, vaille que vaille, ne fait que souffrir dans sa chair. Une opposition qui va ici, non seulement n'est pas financée, mais elle fait tout possible pour se contenir. Non seulement n'est pas financée, mais il y a aussi le régime en place qui détient tous les pouvoirs. Il y a aussi la diaspora, peut-être qui peut venir à bout du souffle de ce peuple-là. Mais le peuple est tout le temps dans la rue. Vous voulez que le peuple fasse quoi en ce moment, mon cher ami? Oui, moi je suis plutôt du côté du peuple en fait. Je veux dire que le peuple a toujours donné. Et le peuple s'est toujours donné pour le changement au Togo. À chaque fois que les leaders des partis politiques appellent le peuple à manifester leur mécontentement contre le régime, le peuple s'est toujours levé. Le peuple s'est toujours mis debout derrière ces opposants-là, ces leaders politiques, pour apporter le changement. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que nous décomptons? Que des morts, que des blessés, que des fugitifs, que des gens... Alors, voilà. Selon vous, qui tire sur ces peuples pour que vous parlez aujourd'hui de mort? Bon, qui tire sur le peuple, ça c'est connu, c'est le régime en place. Qui tue le peuple? Mais le problème, c'est un peu paradoxal et je vais l'expliquer. Le problème, c'est que si le peuple se lève et accepte de suivre les leaders politiques, c'est parce qu'ils ont confiance que les leaders ont un plan qui permettrait donc de venir à bout de ce régime. Pour vous, est-ce que les leaders réellement ont un plan? Parce que vous êtes en train de dire
Parce que les leaders ont un plan, donc le peuple est obligé de les suivre. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous déterminer par là? Oui, ça fait 30 ans que, comme je l'ai dit, que ça dure aujourd'hui. Et le peuple a toujours suivi l'opposition, c'est-à-dire les leaders politiques, les leaders du changement. Ceux qui veulent en découdre avec le régime, le peuple les a toujours suivis. Et à la fin, c'est le peuple qui est massacré, c'est le peuple qui est en prison, c'est le peuple qui fuit le pays, c'est le peuple qui est tué, c'est le peuple qui Quelle solution réelle que vous dégagez aujourd'hui, pour que le peuple ne subisse plus? Oui, la première solution pour le peuple, c'est d'abord et avant tout de prendre conscience que jusqu'à ce jour, le régime n'est pas prêt de lui apporter le développement et que l'opposition n'est pas prête pour lui apporter le changement. Il revient donc au peuple de prendre son destin en main. Il revient au peuple de faire le bilan aujourd'hui, de s'arrêter, de couper les ponts à la fois avec le régime en place et l'opposition, de s'arrêter et de faire un retour sur soi-même et de se demander, depuis que je suis le régime en place ou l'opposition, quel bénéfice j'en tire? Exactement de quel peuple vous voulez parler? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition a son peuple, le peuple a son peuple, et encore une fois de plus, le régime en place a son peuple. Alors, de quel peuple vous parlez? Parce que... Oui, voilà, vous venez de citer 3 types de peuples, c'est-à-dire le peuple lui-même qui a son peuple, le peuple qui est le peuple de l'opposition et le peuple du régime en place. Je vais commencer par le peuple du régime en place. Ce peuple-là, en fait, c'est un peuple qui suit le régime par défaut. C'est-à-dire qu'il se dit, je suis né pour vivre et mourir après. Si, en attendant, je pourrais bénéficier de quelques miettes, subsides, quelques miettes du régime, autant rester là-bas, puisque depuis un moment, les leaders politiques n'arrivent pas à nous apporter le changement escompté, espéré. Donc finalement, bon, alors il y a cette partie du peuple qui est avec le régime, pas par conviction. Ce peuple du régime n'est pas avec le régime par conviction, mais c'est par instinct de survie, c'est par souci. Par peur. Il y a des gens qui sont là par peur de représailles, d'autres là parce qu'ils n'ont plus le choix, et d'autres encore sont là parce qu'ils sont déçus des promesses non tenues de l'opposition. D'accord. Vous avez dit, dans quelques mois, on doit avoir les élections présidentielles au Togo. Il y a aussi la CENI qui vient d'annoncer la révision des listes électorales. Oui. Alors, quand vous parlez de la CENI, vous croyez qu'aujourd'hui, tout sera de beau fixe quand on parle de cette CENI où on doit faire recours aux listes électorales, où on doit faire recours au découpage électoral? Il y a beaucoup de choses. Est-ce que lorsque vous parlez de la CENI, croyez-vous que c'est une nouvelle CENI qui pourra apporter du souffle au peuple togolais? Non, je dirais d'emblée non, parce que le système est le même, qui fait gagner frauduleusement le régime RPT depuis la nuit des temps. Donc, 2020, les présidentielles de 2020 ne vont pas donner autre chose que ce qu'ils donnaient déjà, c'est-à-dire faire gagner de gré ou de force le RPT uni et leur gourou Faure Essozimna Gnassingbé. C'est ce que vous avez dit, que depuis 1967, ce n'est que le régime RPT uni qui est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Les élections présidentielles 2020, RPT uni a pour son candidat potentiel le président Faure Gnassingbé qui va toujours se succéder à lui-même. Alors, comment est-ce que vous voyez la suite jusqu'à preuve de contraire? Oui, et moi je pense que dans tous les cas, le régime RPT a déjà son candidat qui est Faure Essozimna Gnassingbé jusqu'à preuve du contraire. Peut-être qu'ils peuvent essayer de déjouer les pronostics en choisissant quelqu'un d'autre pour les caméras et pour les photos. Peut-être qu'ils peuvent décider pour ce
c'est présidentiel de proposer une autre personne et après lui faire un coup d'État pour faire revenir Faure Gnassingbé, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, le candidat naturel du RPT uni, c'est bien... Mais Faure, lui, ne s'est pas encore présenté pour dire qu'il voilà, il serait candidat. Mais aujourd'hui, vous le proclamez en tant que candidat du RPT Unir. Comment est-ce que vous voulez que les Togolais aujourd'hui se miroitent vis-à-vis de tout ce qui se passe? Non, oui, voilà. Nous ne sommes pas en train de proposer, nous ne sommes pas en train de proclamer Faure comme candidat. En fait, nous disons que Faure est le candidat naturel et obligé du RPT. Vous allez voir quand les ministres sont interviewés à la télé, dans les journaux, ils disent toujours sur instruction personnelle du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, ou par la volonté personnelle du chef de l'État. Vous comprenez par là qu'ils sont en train de nous informer indirectement que c'est leur champion qui va être le candidat. Vous êtes aujourd'hui de la diaspora, vous êtes une figure éminente de cette diaspora. Nous avons quand même vu faire beaucoup de ménages dans cette diaspora. Aujourd'hui, je vais vous laisser un tout petit peu de parler de cette diaspora parce que vous n'avez dit qu'il y a au moins ces deux candidats. Que peut faire cette diaspora vis-à-vis des présidentielles qui arrivent? Ça, c'est la première question. En deuxième position, nous avons dit que avec les réformes constitutionnelles, on avait dit que la diaspora devait quand même être dégagée pour pouvoir voter. Mais jusqu'à preuve contraire, la diaspora n'est pas votée, la diaspora n'est pas dans cette optique. On ne met pas la diaspora là-dedans. Et puis, il y a maintenant le HCTE qui revient maintenant pour pouvoir essayer d'identifier la diaspora. Pourquoi faire? Alors, vous avez 3 questions, allez-y. D'accord. Pour la première question, je vais parler un peu de la diaspora togolaise dans son ensemble. C'est d'abord une diaspora unie. C'est une seule diaspora togolaise. Et dans cette diaspora, il y a donc des courants différents. Il y a ceux-là qui pensent au sein de la diaspora que c'est par les élections et par les élections seulement que le peuple peut basculer les choses. En tout cas, c'est les élections qui vont faire partir le régime en place depuis plus de 50 ans. Il y a un autre courant qui pense que c'est une révolution populaire. Comme ça s'est fait en Tunisie, comme ça s'est fait dans d'autres pays, au Burkina et autres. Et il y a également un troisième courant qui pense que c'est une révolution militaire. Il faut qu'il y ait une confrontation militaire entre le régime pour vraiment venir à bout de ce régime. Mais il y a un quatrième courant qui pense que aucun pouvoir n'est éternel et que ce pouvoir-là aussi partira et que c'est Dieu qui l'a placé là et que quand le moment sera venu, il partira et quelqu'un d'autre viendra. Voilà, donc c'est les courants qui sont fréquemment rencontrés au sein de la diaspora. Et cette diaspora est donc devenue plurielle. C'est à partir de ces courants de pensée-là qu'on parle de la pluralité au sein de la diaspora. Sinon, il y a une seule diaspora togolaise. Il y a une seule diaspora togolaise. Mais aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Dossé, est venu quand même mettre la diaspora au pas, en instituant aujourd'hui ce qu'on appelle le conseil, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Est-ce que nous pouvons dire que c'est une fausse bonne idée? Une fausse bonne idée. Je crois que tout ce que le régime est en train de faire, le régime a une vision, a un objectif. C'est de s'implanter dans tous les cœurs des Togolais, dans tous les cœurs, s'ils peuvent le faire. Et ils ont déjà embrigadé et barricadé les Togolais vivant au Togo. Ils ont réussi aussi à également caporaliser, entre guillemets, l'opposition togolaise.
et la dernière force. En tout cas, ils ont réussi également à mettre dans leur sac les partenaires techniques et financiers du Togo. Maintenant, la force redoutable qui fait peur à ce régime, c'est la diaspora. Et donc, s'ils arrivent donc à mettre également la diaspora dans leur sac, je crois qu'ils peuvent dormir tranquillement. Alors, pourquoi est-ce que vous dites que c'est la diaspora qui fait peur au régime dans la mesure où la diaspora aujourd'hui ne vote pas? Alors, que fait la diaspora concrètement pour que le régime ait peur? Oui, en fait, si je dis que la diaspora est une force constituée, une force redoutable contre ce régime, c'est d'abord son nombre. Le Togo seul, pour le Togo seul, il y a au moins 2 millions de Togolais qui vivent à l'extérieur. Donc déjà, sa force se trouve dans ce nombre-là, en premier lieu. En deuxième lieu, c'est sa force financière. Vous voyez, et je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que chaque année, le Togo, la diaspora togolaise contribue plus de 400 millions de dollars. De dollars, vous voyez, c'est plus que le budget de l'État. Un chiffre, on donne, hein, vous pouvez... Voilà, c'est plus que le budget de... Non, en tout cas, c'est plus que les financements que le Togo obtient de ses partenaires bailleurs de fonds. Voilà, aujourd'hui... La troisième force, c'est la force intellectuelle. C'est-à-dire que la diaspora regorge de tant de gens qui ont de l'expérience dans plusieurs domaines. Et donc, c'est des gens qui sont à même de pouvoir confronter et affronter ce régime avec l'énergie et les compétences dont elle fait montre. Alors, voilà la réaction du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé. Il dit que l'idée en soi n'est pas mauvaise, mais c'est l'approche qui a été prise qui ne convient pas. Ils prennent la diaspora en compte lorsque ça arrange leur intérêt. C'est un coup du gouvernement. Je ne crois pas que c'est le ministre Robert Dussé qui a dit ça. Voilà, ils disent bien que c'est la réaction du ministre Robert Dussé. Non, ce n'est pas la réaction du ministre. J'ai pas encore fini. Ils prennent, comme je le disais, l'idée en soi n'est pas mauvaise, mais c'est l'approche qui a été prise qui ne convient pas. Ils prennent la diaspora en compte lorsque ça arrange leur intérêt. C'est un coup du gouvernement de l'État togolais pour embobiner encore une fois la diaspora avant les élections prochaines. Et donc, du coup, les résultats ne pourront pas être bénéfiques pour le Togo. Vous avez raison que ce n'est pas du tout le ministre, mais c'est un élément de la diaspora qui s'est exprimé ainsi. Je voulais quand même savoir si vous êtes en train de suivre ce débat-là. Exactement. J'ai fait partie de ceux-là qui ont tiré la sonnette d'alarme au tout début de l'initiative du HCTE et de Robert Dussé. En tout cas, c'est ce machin-là du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. J'ai donc fait appel à toute la diaspora togolaise à s'organiser, à se départir d'abord de nos égos, de nos guéguerres inutiles et d'affronter cet épouvantail-là que le ministre des Togolais de l'extérieur veut implanter au sein de la diaspora. Voilà. Mais le problème, comme la diaspora avec ses courants et aussi avec les égos surdimensionnés, les querelles interpersonnelles, tout ça, les guerres de positionnement et de leadership n'ont pas permis à ce que mon appel soit écouté par tout le monde. Parce que mon idée, c'était quoi? C'était d'abord, je dis que nous ne sommes pas des bébés pour que le ministre des Togolais de l'extérieur nous impose ou nous propose quoi que ce soit. Nous pouvons le faire par nous-mêmes. Est-ce que la diaspora que vous représentez aujourd'hui est unie? Elle est solidaire? Est-ce qu'elle se retrouve sur une plateforme pour pouvoir concrétiser ou bien aller contre exactement ce qui se passe au Togo? C'est le drame. C'est une force
une force, une bombe à retardement. Mais qu'est-ce que C'est vous le faites? drame, c'est le drame, c'est la triste réalité au niveau de la diaspora. Mais vous n'allez pas continuer de toujours dire que c'est le drame. Vous êtes de la diaspora, vous faites quoi? C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer en disant que la diaspora togolaise est multicouleur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas uniforme elle n'a pas une base de réflexion, c'est-à-dire commune de départ. Ce qui fait que chacun s'est levé pour s'organiser à sa manière selon la façon dont il voit l'actualité au pays et selon la façon dont il pense que la résolution peut être proposée. C'est à partir de là que les courants d'idées sont nés. Ce qui fait qu'il est difficile, même si aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, toute la diaspora, son envie, c'est d'aller vers les grands ensembles, c'est de se mettre ensemble. Mais le problème, c'est qui doit être devant. Voilà. Donc, chacun veut être devant. Et la diaspora, c'est à l'image de l'opposition togolaise. Vous voulez faire encore comme l'opposition qui a peut-être un chef de file. On cherche uniquement les titres pour pouvoir attirer, faire quoi? Et justement, c'est ça. Vous savez, il y a beaucoup de Togolais de la diaspora qui ont été nommés ministres, qui ont eu des postes, qui ont été ambassadeurs, ou qui travaillent dans les chancelleries, et qui travaillent même au pays, tu vois, ou qui ont des avantages. Parce que, donc, les gens font le clin d'œil en utilisant donc ces positions-là au sein de la diaspora. C'est ça aussi, c'est pourquoi Comment je parle vous allez du drame. faire pour réformer cette diaspora? Nous allons toujours continuer par sensibiliser. Parce que vous avez dit que la diaspora, le pouvoir en place a peur de la diaspora. Et effectivement, parce que vous êtes aujourd'hui ici, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. De l'autre côté, quand on voit l'opposition qui est totalement amoindrie par une force, je ne sais quoi, l'opposition ne peut pas réellement intervenir, faire quoi que ce soit. Mais vous êtes une diaspora. Vous pouvez vous réunir. Vous pouvez créer une plateforme pour pouvoir faire de cette diaspora un élément important. Oui, et je crois qu'il doit avoir un travail aussi d'auto-guérison. Un travail psychologique qui doit être fait. Mais avant cela, continuer par sensibiliser, par éduquer le peuple, et par éduquer la diaspora, par faire comprendre. D'accord, on nous signale qu'on a quelqu'un en ligne, on va essayer de le prendre parce que cela va nous donner beaucoup encore d'énergie. Alors, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Nyawa, c'est monsieur Kwame Atiso qui est à l'appareil. Bonjour monsieur. Je voulais porter une petite contribution. Présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur, alors présentez-vous s'il vous plaît. Comment vous appelez? C'est monsieur Kwame Atiso. Kwame Atiso, parlez un peu plus fort. Essayez de raccrocher votre téléphone sur votre oreille, comme ça on pourra vous attendre. Ok, ça va un peu, bon. Allez-y. Je disais que au Togo, tout d'abord, l'opposition, vous voyez, le Togo est très petit, mais on a combien de partis d'opposition? Plus de 100 et quelques. Il faut voir qui sont les organes de décision de ces partis. C'est des familles qui prennent les décisions. On nous dit que le parti est implanté sur tout le territoire, mais le pouvoir de décision est détenu par une seule famille. Ce qui fait que si quelqu'un amène son idée et si la famille n'est pas d'accord, ce n'est pas adopté. Donc c'est ce qui est un handicap. Ce qui est un handicap pour nos partis d'opposition au Togo. Revenons ici dans la diaspora. C'est la même maladie qui est dans la diaspora. On a beaucoup de groupuscules de diaspora qui se disent diaspora. Bien sûr que cette diaspora envoie plus d'argent que n'importe quelle organisation, mais la diaspora n'est pas organisée. Donc,
Oui, il mais y a aussi une Monsieur guerre Atisso. Oui, laissez-moi finir d'abord. Monsieur Atisso. Il y a aussi une Oui, guerre Monsieur Atisso, je ne vais pas vous laisser finir. Vous faites quoi pour ne pas que la diaspora soit organisée? Comment vous pouvez organiser la diaspora? Parce que aujourd'hui, avec tout ce que vous êtes en train de dire, on en a assez. Qu'est-ce que vous faites pour que la diaspora soit organisée? Parce que Monsieur vous accusez, vous critiquez. Je suis obligé de le dire. Aujourd'hui, pour organiser la diaspora togolaise, ce serait très très difficile. Parce que bon nombre de gens ont essayé, ça n'a pas marché, et je ne vois pas ce qu'on peut encore proposer. Mais je sais que la diaspora a la capacité de libérer le Togo. Au moment où vous n'êtes pas organisé, vous voulez libérer le Togo, vous êtes en rang dispersé, vous avez quel pouvoir pour aller libérer le Togo, mon cher ami? Attends, je vais te dire, monsieur Nyawa, pour que cette diaspora réussisse à libérer le Togo, il faut deux personnes seulement. Pas plus. S'il y a un troisième, c'est déjà échoué. C'est déjà échoué. Je m'explique. Nous pouvons libérer le Togo, mais aujourd'hui, ce n'est pas nos cotisations qui va libérer le Togo. Pour libérer le Togo, il faut deux personnes. Oui, on a compris ça, Atisso. Quelles sont ces deux personnes? Attends, je vais te dire. Ce n'est pas nos cotisations qui peuvent libérer le Togo, mais ces deux personnes doivent s'endetter pour libérer le Togo et payer après avec l'argent du pays. C'est ça qui peut libérer le Togo. Monsieur Atisso, vous êtes en train de faire endormir l'opposition actuellement. Vous dites? Vous êtes en train de faire endormir l'opposition. Endormir l'opposition comment? Mais L'opposition est là depuis allez prêter l'argent où? Non. Qu'est-ce que l'opposition fait? Il faut voir les actions de l'opposition. D'accord. Et comment est-ce qu'il parle? D'accord, gardez l'écoute, Atisso. On va revenir tout à l'heure à vous. Gardez l'écoute. Alors, vous avez écouté votre ami Atisso. Il faut libérer, l'opposition peut bien libérer le Togo, mais l'opposition n'est pas organisée. La diaspora. La diaspora, bien sûr, merci encore une fois de plus. Oui, vous voyez, c'est un des courants d'idées. C'est-à-dire, comme je l'ai cité, il y en a qui pensent que c'est une confrontation armée qui peut faire partir ce régime. Et c'est ce que mon interlocuteur est en train de dire en ce moment. Non, je n'ai pas dit confrontation armée. Mais je crois que, Atisso, vous allez écouter, comme ça vous allez attendre. Laissez Léandre essayer quand même aller jusqu'au bout de ses idées. Allez-y, Léandre. Oui, en fait, l'interlocuteur dit que la diaspora ne peut pas s'organiser, qu'on l'a essayé à plusieurs reprises. Mais on ne va pas, pour cela, ne plus continuer par le faire. Pas continuer par sensibiliser, éduquer la diaspora sur la nécessité de nous mettre ensemble. Ça, si on ne le fait pas, vous allez voir que depuis le 17 août 2010, le 19 août 2017, plusieurs courants d'idées, ces courants d'idées se sont renforcés. Et il y en a qui pensent que, avec cette expérience de Tikpi Achadam qui a raté, et finalement les gens se disent que c'est une confrontation armée qui peut le faire. Peut-être que mon interlocuteur n'a pas parlé de confrontation armée, mais je crois que la chose à faire, la chose la mieux partagée, c'est que la diaspora enfin comprenne l'enjeu et accepte de se mettre ensemble, un temps soit peu, pour arriver à bout de ce régime. Atisso, une fois que c'est fait... Atisso, je crois qu'il y a un peu de bruit de votre côté. On va vous reprendre tout à l'heure. Bon, il faut lui laisser le... D'accord, Atisso, on vous laisse les dernières paroles et on va vous reprendre. Essayez, je vous donne une seule minute, allez-y rapidement. Ok, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut plus réussir à réunir notre diaspora. Parce qu'aujourd'hui, on a une date à notre face, qui est la date de l'élection présidentielle, qui est très proche. Et une partie de cette diaspora qui soutient un candidat qui a déposé, qui s'est prononcé sur sa participation au présidentiel. Maintenant,
une partie de cette même diaspora s'est levée pour faire la guerre à ce candidat, au lieu de faire la guerre à ceux qui nous méprisent depuis la nuit des temps. D'accord. Donc, ce n'est plus la guerre entre la diaspora et RPT Uni, mais c'est la guerre entre la diaspora elle-même. La diaspora eux-mêmes, entre ceux qui ont pu dégager un candidat et ceux qui n'ont pas pu encore dégager un candidat. D'accord. Donc, vous voyez ce que je dis? C'est très très difficile aujourd'hui. On a essayé à plusieurs reprises d'approcher les courants, mais hélas. D'accord, on vous a compris à Tissot. Merci encore une fois de plus. Pour répondre à... Je vais rester en ligne, je vais faire le mieux. Ok, d'accord, merci. mais essayez quand même d'être en mute quand nous sommes en train de parler parce qu'il y a beaucoup de bruit à côté. Allez-y, monsieur Léandre. Oui, et je voudrais préciser en fait que nous enfonçons dans le calendrier du régime. C'est ça aussi qui nous fait courir pour rien. Le calendrier, c'est les élections présidentielles de 2020 qui arrivent. En tout cas, moi personnellement, c'est un non-lieu pour moi. C'est-à-dire que... C'est ce que vous avez toujours fait, c'est un non-lieu. Le régime en place à RPT Uni, ça a été non-lieu, non-lieu. Ils ont fait les élections législatives, aujourd'hui ils ont fait les locales. Voilà, ils ont fait les réformes. Et demain, à un seul pas, je ne dirais pas que c'est tout de suite, mais c'est demain, les élections présidentielles, parce que c'est vous qui l'avez dit, et vous êtes en train de dire que c'est un non-lieu. Mais est-ce que vous allez continuer de dormir? Oui, ce que je veux dire, c'est que si la diaspora est organisée, nous pouvons facilement agir sur ces calendriers. C'est ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que nous pensons que dès que la date, les présidentielles arrivent, il n'y a plus rien à faire que de suivre ce calendrier. Alors que si nous sommes organisés, si nous sommes bien renforcés au sein de la diaspora, nous pouvons changer le cours des choses. Voilà ce que je dis. Je ne voudrais plus que nous continuions pas à subir, mais que nous soyons plutôt... Mais il faut s'organiser maintenant pour pouvoir arriver à ces résultats que nous cherchons. Et voilà. Sans tenir compte des élections présidentielles de 2020. Parce que nous, on n'est pas des candidats, nous ne sommes pas des partis politiques. Vous n'avez pas des candidats, mais il y a quand même deux candidats de... Oui, c'est leur choix. Chaque Congolais... Mais ils viennent quand même de la diaspora. Ils viennent quand même de la diaspora. Ça veut dire que vous n'êtes pas connecté avec ces gens-là. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre que chaque citoyen, qu'il soit dans la diaspora ou sur le terrain, a le droit. C'est son droit citoyen de participer à l'animation de la vie politique de son pays. Ce n'est pas parce que ça vient de la diaspora qu'on n'est pas unis ou qu'il y a un problème. Je vous comprends. Ceux qui sont aujourd'hui candidats peuvent être demain des candidats pour emboîter, pour quand même dire que Fort a eu beaucoup de candidats, ou bien il y a quand même des candidats de la diaspora, ça je vous comprends. Mais essayons de parler aussi de l'opposition qui est totalement divisée. Aujourd'hui, voilà ce que le président de l'ANC dit. Il appelle à un dialogue avec le pouvoir avant les présidentielles 2020. Est-ce que c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Dans la mesure où il y a eu un dernier dialogue récemment qui n'a pas été respecté et jusqu'à peu contraire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je dirais que l'opposition togolaise est tout simplement patauge dans l'amalgame depuis la nuit des temps, parce que ça fait 30 ans que l'opposition ou les leaders politiques tournent en rond et le régime s'enfonce, le régime s'enracine sur les faiblesses ou le manque d'organisation et de vision de ces partis politiques-là. Il y en a qui ont envie que les choses changent, mais ils ont au-dessus d'eux des partis politiques de grande majorité qui donc les écrasent, ce qui fait que leur voix ne porte pas, malheureusement. Qu'est-ce que vous appelez parti de grande majorité? Oui, je cite l'ANC, je cite le PNP. Y a-t-il un problème entre l'ANC et puis le PNP? Oui, il y a des guerres. Si vous suivez l'actualité
politique au Togo, c'est des guerres entre les partis politiques de l'opposition. Actuellement, ce n'est plus avec le PNP, mais c'est entre l'ANC, la CDPA ou l'ANC, la C14. Donc ça, je n'invente pas, c'est quelque chose qui est d'actualité en ce moment. Et encore là, c'est l'autre guerre qu'il y a encore dans cette opposition, c'est qu'il y a une partie qui pense qu'il faut aller avec une candidature unique et d'autres qui pensent qu'il faut aller avec plusieurs candidats pour affronter le régime. Qu'est-ce qui arrange aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller avec un candidat unique ou bien il faut aller avec plusieurs candidats? Qu'est-ce qui arrange? Parce que nous avons vu aujourd'hui tout ce qui s'est passé au Togo, les élections passées dernières. Oui, il faut dire que c'est parce qu'on n'a pas, notre opposition n'a pas de vision, ou elle a tari de vision. Alors, qu'est-ce que vous voulez complètement. dire? J'explique. Elle n'a pas de vision, parce que si elle avait de vision, je vais comparer avec les autres partis, avec les leaders des partis politiques des autres pays. Je peux dire que tous ces leaders-là, presque, ont accédé au pouvoir. Sauf au Togo. Tous les leaders-là, dans ces autres pays qui ont commencé à s'opposer au régime en place, ont presque tout accédé au pouvoir. Sauf au Togo. Alors ça veut dire quoi? On va nous dire que c'est parce que le régime RPT est trop puissant. Mais si le régime est trop puissant que vous, alors si vous n'avez pas la politique de vos moyens, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, utilisez quand même la politique de vos moyens pour arriver à vos objectifs. Mais ça fait 30 ans. Et ce qui me surprend, c'est que cette opposition-là, au lieu de réfléchir à renverser le pouvoir en 2020, ils ont commencé par se faire la guerre entre eux sur de la pacotille, sur des trucs, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'accession au pouvoir. Ils sont en train de parler de « oh, il faut qu'une personne... » Ils sont en train de parler de la forme et non pas du fond. D'accord. Vous voyez, donc c'est ça qui est cette opposition togolaise qui, jusqu'à ce jour, n'apporte aucun résultat. Voilà. Je ne suis pas membre d'un parti politique, heureusement, pour moi. Et j'ai donc la force. Parce qu'on n'a plus assez de temps. Il y a eu récemment, au niveau des locales, il y a eu des gens, des membres, des militants de l'ANC qui ont voté pour RPT Unir. Alors, il y a un problème entre RPT Unir et puis le parti de Mme Adjamabo. Oui, c'est ça encore la triste réalité au sein de l'opposition togolaise. Y a-t-il un problème? Est-ce qu'on peut nous l'expliquer? On n'a pas assez de temps. Je ne peux pas expliquer parce que je ne suis pas dans les partis politiques. Mais ce que je veux dire rapidement, c'est que c'est la preuve que cette opposition n'est pas conséquente envers elle-même et envers le peuple. Et c'est pour ça que je confie... vis-à-vis de cette opposition, rapidement. C'est le mot de fin pour l'opposition. Voilà. En regardant la caméra, voilà. Je demande à l'opposition togolaise, pour cette fois, de laisser de côté leurs égos surdimensionnés, leurs calculs, leur calendrier personnel, leurs agendas personnels, et de mettre le Togo au-dessus de leurs préoccupations. Une fois qu'ils auront gagné, après, chacun peut sortir son agenda. Mais pour l'instant, c'est l'ensemble du peuple togolais, les politiques et la diaspora qui combattent un régime. Une fois que nous aurons réussi à combattre le régime RPT Unir, chacun pourra désormais sortir son calendrier et le jeu démocratique peut être alors lancé. Et c'est pour cela, un des leaders politiques Nineve qui dit « démocratie d'abord, multipartisme après ». Et quand ça n'a pas été respecté, voilà ce dans quoi nous sommes. Et Monseigneur Kodjoro l'avait également dit, qu'il leur avait conseillé de s'organiser pour mettre quelqu'un d'abord devant. Et chacun voulait être devant. C'est comme une porte pour rentrer, pour aller dans un concert. La porte, elle est contiguë, mais tout le monde veut rentrer à la fois, en même temps. Merci. Finalement, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Donc il va falloir qu'ils comprennent, qu'ils laissent de côté leur ventre. Finalement, les gens les appellent des podosans, c'est-à-dire des opposants du ventre. Voilà. Donc c'est mon message. Et au peuple togolais, je demande à ce que le peuple togolais prenne conscience, fasse un recul en arrière, fasse l'analyse
que le peuple fasse cette analyse-là de la situation D'accord. et coupe à la fois avec le régime et l'opposition et s'organiser par lui-même pour prendre son destin en main. Merci donc, mon cher Léandre, vous avez vraiment parcouru ce sujet et c'est ce qu'on vous demande avec cette bonne vérité. Vous êtes en face de nous, vous avez votre ami, mon ami personnel, avec lui dans cette émission Vérité face à face, une émission réalisée par votre animateur principal Serge Nyawa. La semaine prochaine, nous allons avoir encore une autre figure éminente aussi sur ce même plateau, Yves Kenao, pour aussi parler d'un autre sujet que lui-même il va choisir. Je dis tout simplement merci à la réalisation de Malik Sall, sans toutefois oublier aussi nos amis qui nous ont appelés à Tissot comme vie. Merci une fois de plus. Quant à moi, Serge Nyawa, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.